Eh bien, merci infiniment. Merci d'abord pour cette invitation. Et c'est pas seulement un remerciement de convenance, parce que, et là on peut se réjouir d'intervenir juste après Martin Ségou, puisqu'on va parler sensiblement de la même chose, mais d'une manière plus resserrée, parce que, oui, cette invitation pour on va dire des traductologues et anciens traducteurs, est-ce que c'est une totale évidence? Ça l'a pas toujours été, en tout cas. Ça l'a pas toujours été, parce que entre d'un côté traduction, traductologie, et de l'autre linguistique, sciences du langage, ça a parfois été houleux, hein. J'ai un certain nombre de citations que je pourrais utiliser, je vais en utiliser qu'une. La traduction, ça n'a rien à voir avec les langues, d'une interprète célèbre, René Van Hoff, bon, à méditer, et tout ça a évidemment des raisons historiques, liées notamment, donc Martin Ségou en a parlé, de l'émergence de la traductologie comme domaine scientifique à part entière, avec une volonté d'émancipation à partir des années 60. Donc effectivement, tout ça est affaire de positionnement. Alors oui, les positionnements, quels sont les nôtres ? Donc d'un autre côté, on dirait qu'on se range dans la traduction et la traductologie pragmatique. Nous sommes co-directeurs d'un master, effectivement, de métier de la traduction, premier point. Et deuxième point, il faut savoir qu'en traduction, en traductologie, vraiment, la recherche et la formation pro marchent totalement main dans la main et sont en prise avec les évolutions professionnelles. Ça, c'est l'univers dans lequel nous, on se positionne. Si bien que, du coup, si on doit parler de linguistique, dans notre cas, ce sera bel et bien de la linguistique appliquée, aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus, sachant que, ça a été dit et ça va être redit, je suppose, l'univers dans lequel on se meut est lui-même mouvant, et depuis on va dire 15-20 ans, hein, peut-être, on observe un rapprochement en fait subreptice entre d'un côté traduction, traductologie, de l'autre linguistique, sciences du langage, et ça passe par la montée en puissance des outils numériques. Même si on pourrait me rétorquer que aujourd'hui, les outils numériques, c'est quand même beaucoup une affaire de statistiques, plus que de code, mais enfin bon. Et là, on peut parler, effectivement, ça a été fait, traductologie de corpus, traduction automatique par réseau de neurones, intelligence artificielle générative. Et puis, évidemment, pour paraphraser deux auteurs célèbres de langue allemande, on peut dire qu'un spectre hante aujourd'hui le monde de la traduction, et ce spectre, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'entre responsables de formation, on peut dire que depuis globalement 2 ans, tout le monde en parle et ne parle même plus que de ça. Ça devient obsessionnel. Et plus précisément, donc, ce qu'on appelle les LLM, je vais rapidement, et donc l'IA générative de texte, et donc entre autres de traduction, évidemment, je vous ferai par l'insulte supposez votre ignorance sur le produit phare ChatGPT, donc dans la version 3 depuis novembre 2022. Ça, c'est notre actualité. Elle est brûlante, elle nous plonge dans un monde d'incertitude, mais il faut quand même aussi essayer d'avoir une perspective un peu plus large dans l'histoire. C'est pas la dernière nouveauté auquel le monde de la traduction est confronté, hein. En 2016, on avait la traduction automatique par réseau de neurones. 4 ans avant, traduction automatique donc hybride. 2 ans avant, la traduction automatique statistique. Et puis on peut même aller beaucoup plus loin. Voilà, je vais aller vite parce qu'on n'a pas un temps fou. On peut remonter à l'invention de l'écriture, en fait. À chaque fois, il faut savoir que ça induit un bouleversement des pratiques, un bouleversement souvent profond.
Et donc finalement, le monde de la traduction, le monde de la traductologie, il est peut-être pas le seul, mais en tout cas, il a une longue expérience de ces bouleversements. La différence aujourd'hui, quelle est-elle? Eh ben, c'est que ça va de plus en plus vite. Donc on a un peu le tournis. Hein. On a un peu le tournis, on manque de recul. On manque de recul et une question notamment se pose dans les discussions, hein, c'est bon, est-ce qu'on va vers une rupture épistémologique et anthropologique? C'est ce que suggère François Rastier, qui je crois est un linguiste éminent, hein, dans un bouquin qu'il vient de faire paraître, et évidemment c'est un cas parmi beaucoup d'autres, ou pas. Et c'est ce que suggèrent d'autres. Bon, si vous avez les réponses, vous pouvez nous écrire, mais nous on ne l'a pas en tout cas. On pense que c'est l'avenir qui va le dire. Et du coup, ben, j'en reviens à la question du positionnement. Et en fait, on peut observer que le positionnement est une affaire beaucoup plus d'affect que de réflexion. Hein. Déjà en 1964, Umberto Eco, dans un article qui, je crois, n'a pas été traduit en français, en italien c'est Apocalittici e Integrati, disait, bon, grosso modo, face à toute nouveauté, il y a deux attitudes. Hein. Il y a les apocalyptiques qui disent, voilà, tout fout le camp, c'est la fin du monde, au moins occidental, ça va tout détruire. Et puis les integrati, bon, c'est plus compliqué à traduire, on pourrait dire les zélés convertis. Ah ben voilà, c'est le salut que nous attendions, le bonheur est pour demain, ça va tout résoudre. À ces deux attitudes, pour le coup vraiment anthropologiques, notre collègue Maria-Isabelle Rivas-Ginel, un nom qu'il faut retenir, en ajoute deux sous-catégories. Elle dit, ouais, il y a aussi les effrayés. Et ça, en traduction, on en a beaucoup. La profession va disparaître. On ne va plus avoir besoin de nous, on va être remplacés. Et puis, il y a les en partance. Hein, ceux qui, bon, de toute façon, moi, je serai bientôt à la retraite. On en connaît tous, hein, des cas de catégorie. Voilà, ou bien je vais me reconvertir. Je connais une traductrice qui va faire de l'ostréiculture, et c'est vrai. Voilà, alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut observer ce que les autres font. Il y en a qui vitupèrent. Depuis 2 ans, il y a une floraison de tribunes sur des sites internet et depuis peu dans la presse. On y a nous-mêmes contribué, à vrai dire. On peut mépriser. En disant oh, ça ne passera pas par moi. Hein, par exemple, dans un excellent livre, un Dictionnaire amoureux de la traduction de José Camus, nos grandes traductrices littéraires, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, aucune intelligence artificielle ne pourra reproduire le filtre unique que je suis, moi, ici et maintenant. En effet, la traduction automatique, elle ne parle pas de l'IA, va chercher la résolution des problèmes dans toutes les traductions existantes à ce jour, c'est vrai. C'est en ce sens davantage à creuser qu'un filtre, du moins pour l'heure. Et là, elle commence à parler d'IA un peu sur la fin, mais en tout cas, elle dit bon, ça ne me regarde pas. On peut se repositionner, c'est-à-dire aller sur des segments du marché où effectivement l'IA aura a priori du mal à nous suivre, le haut de gamme, le marketing, et toutes ces attitudes sont possibles, respectables, individuellement ou collectivement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on forme des traducteurs? Du point de vue des formations, évidemment, nous, on ne peut pas se contenter de ça. Alors notre approche, du coup, on peut s'inspirer d'une phrase que Chateaubriand n'a probablement jamais prononcée, mais qu'on lui prête. En tout cas, si vous avez la source, là aussi, je suis preneur. Il n'est nul besoin d'aimer le monde qui vient pour le voir venir. Hein. Et ça suppose d'abord de poser les bonnes questions, ou du moins ce qu'on croit être les bonnes questions, et ensuite d'observer, de se positionner et de mieux former, évidemment, c'est quand même l'objectif. Alors observer, c'est quoi? C'est observer qu'en traduction, depuis une trentaine d'années, du fait de l'émergence, enfin de la généralisation des outils informatiques, traduction, c'est devenu l'hyperonyme d'un tas
en tant que profession d'un tas de nouveaux métiers, hein, localisateur, ingénieur linguiste, chef de projet, post-éditeur, je ne vais pas tous les citer, qui viennent s'ajouter à des métiers plus anciens, traducteurs, interprètes évidemment, terminologues, mais qui sont de plus en plus outillés. Donc on a un éclatement, une diversification et c'est contre-intuitif, une montée en compétences. Maria Zimina-Poirot va vous parler du référentiel, compétences du réseau EMT, de Master européen en traduction, et aussi, ce n'est pas complètement anodin, une importance accrue du diplôme. Observez ensuite, c'est que, oui, il y a un principe qui ne va pas beaucoup changer, hein, c'est qu'au bout du compte, il s'agit quand même en traduction de fournir à un utilisateur un document qui soit conforme à ses attentes, que ces attentes soient explicites ou pas, donc en termes d'exactitude, de précision, de conformité au cahier des charges, de genre, de type de texte, etc. Jusqu'à récemment, on répondait à cette tâche, pour parler comme Walter Benjamin, il ne serait peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà, qu'est-ce qu'on demandait d'un traducteur professionnel? Oui, qui maîtrise les langues, y compris les langues de spécialité, qui comprennent la situation de communication et de plus en plus qu'ils utilisent les outils contemporains de productivité et de contrôle qualité. OK. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut y parvenir à l'ère de l'intelligence artificielle? Et donc, voilà, est-ce que ces réponses que je viens de donner, est-ce qu'elles ont encore cours? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la formation pour répondre donc aux besoins, non seulement les besoins d'aujourd'hui, mais les besoins de demain? Parce que, et ça a été dit effectivement précédemment, oui, on a une mission vis-à-vis de nos étudiants. Et pas seulement vis-à-vis de nos étudiants, on a une mission vis-à-vis de la société. Il faut qu'on justifie notre salaire, quoi. Et donc, cette mission, la façon dont nous tentons d'y répondre, ça va être ma collègue Maria Zimina-Poirot qui va vous la donner. Et je lui passe ce micro qu'en Belgique on appelle un Madonna. Merci beaucoup Nicolas d'avoir dressé si finement ce tableau complexe. Je vais continuer avec des questions pratiques, notamment celle-ci. Comment renforcer l'expertise humaine avec l'IA et comment former en traduction à l'ère numérique? Avec ces questions notamment de comment transmettre aux apprenants les savoir-faire nécessaires pour la pratique de la traduction-révision, quel cadre méthodologique, quel modèle linguistique, quel métalangage, quelles connaissances théoriques faut-il mobiliser en priorité dans ce contexte? On a déjà parlé du réseau Master européen en traduction et du référentiel des compétences EMT. Alors ce référentiel pour nous, c'est un outil pédagogique excellent et je vais juste mettre quelques accents sur certaines compétences. Bon, les aires de compétences sont représentées ici, langue et culture, traduction, technologie, personnel et interpersonnel, prestation de services. Donc quelques mots-clés que je voudrais quand même signaler. L'importance des connaissances spécialisées, les normes de présentation, la terminologie, la phraséologie, le respect des consignes, guides de rédaction ou conventions, savoir analyser les solutions et les choix de traduction, savoir réviser, évaluer les étudiants doivent savoir évaluer leurs propres travaux et ceux de leurs collègues, comprendre les bases des systèmes de traduction automatique, reconnaître l'importance et la valeur des données, clarifier les demandes et objectifs, finalités du client, etc. Donc travailler également en équipe. Alors ce cadre est un outil de travail précieux, mais il faut encore maîtriser le paysage industriel, le paysage dans lequel évoluent les formations aujourd'hui. Alors pendant ces quelques diapos qui vont suivre, je vais essayer de vous proposer une petite excursion dans les tendances du marché autour des outils de traduction. Donc le premier constat, c'est l'importance des workflows de traduction-révision qui sont de plus en plus complexes et intègrent plusieurs composants outils. Donc la traduction neuronale, les outils d'évaluation qualité, les LLM, donc les grands modèles de langage, les connaissances spécialisées de l'expert. Et donc tous ces éléments communiquent au sein des flots de travail de plus en plus complexes. Un autre
Exemple avec cet outil développé par Taeus qui permet d'évaluer automatiquement la qualité de la traduction automatique, mais aussi de la traduction humaine avec des scores. Dans quel objectif? Proposer à l'expert qui intervient uniquement des segments qui relèvent de qualité inférieure ou de qualité qui nécessite à coup sûr l'intervention humaine, donc qualité insuffisante. On a déjà parlé de workflow. Voici un exemple de workflow que les traducteurs, réviseurs, gestionnaires de projets d'aujourd'hui doivent savoir manipuler. Ces workflows sont composés par les experts eux-mêmes avec plusieurs éléments, donc le pré-traitement, la traduction, révision, la livraison finale avec l'intégration d'outils d'expertise linguistique. Donc la conception de ce workflow, ça fait partie des compétences qu'il faut avoir sur le marché aujourd'hui. Une autre tendance tout aussi intéressante, des entreprises de traduction s'intéressent beaucoup à la maturité des systèmes en termes d'intégration de l'IA générative, allant des niveaux élémentaires, où ça reste tout simplement une fonctionnalité présente mais pas forcément mobilisée, jusqu'à l'intégration complète où le système est contrôlé à la voix, avec l'expert qui donne des instructions au système. Ça va? Oui? Très bien. Un autre exemple avec un des partenaires de notre formation, Sistran, qui fait d'ailleurs maintenant partie de CHEPS Vision, une plateforme de traduction automatique où vous avez à la fois la traduction neuronale, les LLM, mais aussi des fonctionnalités tout aussi innovantes qui intègrent les ressources de traduction humaine, les mémoires de traduction, dans des systèmes Neural Fuzzy Adaptation où en fait on s'inspire des mémoires de traduction, de la traduction humaine pour produire en temps réel la traduction automatique qui s'appuie sur ces résultats. Voilà ces tendances. Maintenant, ce sont des tendances d'aujourd'hui. Parlons des tendances de demain, car si on s'intéresse à la traduction et à la formation, c'est pour préparer les traducteurs et les experts de demain. Vous avez certainement entendu parler des projets Connected Europe, l'Internet des objets. La traduction devient un des services intégrés dans ces plateformes de traduction, ces plateformes de plus en plus complexes. On peut aussi parler des projets européens où les grands corpus, les corpus de la DGT sont de plus en plus mobilisés pour la création des LLM ou les projets comme EuroLLM qui sont très présents dans le paysage recherche et développement. Les formateurs eux-mêmes sont très actifs sur ces périmètres avec des plateformes de ressources en traduction assistée par ordinateur, traduction outillée, traduction automatique qui se développent très vite avec des ressources pédagogiques, mais aussi une véritable réflexion sur les compétences, sur l'évolution du cadre du référentiel des compétences EMT dans les groupes de travail. Cette réflexion est très présente. Maintenant, après avoir présenté ce paysage, avoir complété aussi la réflexion de Nicolas, je voudrais revenir à cette question de formation. Comment former les traducteurs? Vous avez compris que cette formation passe par l'intégration de la traduction automatique neuronale et intelligence artificielle générative, mais aussi une réflexion sur les pièges potentiels. Comment déjouer les pièges de la traduction automatique et prendre en compte toutes ces questions liées à la variation en traduction-révision et aussi à l'interface, l'interaction homme-machine. Pour nous, cette réflexion passe par l'introduction de nouveaux cours, des cours en littératie numérique, des cours en gestion de projet, des cours de conception, de workflow de traduction-révision et aussi une véritable réflexion dans l'équipe autour de nos collaborations. Comment fonctionner dans un workflow pédagogique, comment mobiliser les compétences, comment être complémentaire et aussi accepter à se former en permanence. En plus de l'introduction de ce nouveau cours, il faut des partenariats, car il n'y a pas de formation en traduction aujourd'hui sans outils. Donc, ces partenariats avec les industriels font partie du travail des formations aujourd'hui. Il y a aussi un lien très fort avec la recherche et le développement et aussi avec les collègues qui travaillent sur ces questions en termes de recherche. Je vais maintenant prendre quelques exemples concrets des projets que nous menons dans la formation depuis déjà quelques années avec plusieurs collègues, Nicolas Froliger, Christopher Gladhill, d'autres collègues qui contribuent activement, les collègues terminologues, spécialistes de phraséologie linguistique de corpus et traduction outillée. Donc, première étape dans la création de ces projets, c'est pouvoir
s'appuyer sur des partenariats avec des clients, des donneurs d'ordre, en quelque sorte, qui acceptent à collaborer avec nous. Donc, il faut simuler un projet de traduction en mettant en place des enseignements transversaux qui développent plusieurs compétences en même temps. Initier les étudiants à l'utilisation des plateformes, mettant l'accent sur les outils, et améliorer leurs compétences traductionnelles et les rédactionnelles. Vous voyez que les objectifs sont très très complexes, ce qui nous mène à la réflexion à plusieurs défis présents autour de ces questions. Donc là, je m'appuie notamment sur la réflexion que nous avons menée avec mes collègues sur le projet de traduction de site web vers l'anglais, avec ces défis que nous avons identifiés très tôt, la transversalité, la formation dans un contexte multimodal en constante évolution, la gestion d'un workflow complexe utilisant des outils et des plateformes, et aussi les questions d'évaluation. Comment évaluer nos apprenants, nos apprentis? On ne peut pas tellement se concentrer uniquement sur la qualité finale de leur production. Il faut aussi prendre du recul sur les processus et réfléchir à d'autres modèles d'évaluation, avec notamment des rapports, des présentations, etc. Donc, l'une des réponses, nous l'avons trouvée en essayant de mettre en place ce système d'optimisation du rendement qualitatif que nous avons appelé Qualitative Translation Revision Workflow. Il s'agit d'un système qui valorise aussi l'historique des révisions. Donc, l'historique des révisions englobe la réflexion sur la spécialisation des modèles de traduction automatique et les premières étapes de traduction avec des outils, mais aussi tout le travail sur la gestion de la révision avec des consignes formulées par l'enseignant à chaque étape. Donc, l'historique des révisions est au cœur de ce dispositif. Vous avez ici une présentation rapide de quelques ressources pédagogiques. Donc ça, c'est la présentation du projet, allant des premières étapes d'audit jusqu'à la livraison finale, en passant aussi par les tâches de révision, réflexion sur la terminologie, les échanges avec le client, et puis toutes les phases de gestion de projet jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est un tout petit peu la vue côté étudiant. Mais pour mener ce type de projet, comme j'ai déjà expliqué, il faut aussi des aides solides, des collaborations avec les spécialistes en traitement automatique des langues et notamment un véritable soutien des institutions autour de mise en place des plateformes. Donc nous sommes extrêmement heureux parce qu'à l'Université Paris-Cité, nous avons la possibilité de nous appuyer sur des aides accordées à la création-gestion de plateformes de traduction. Et nous avons une véritable synergie dans les plateformes et outils développés aussi au sein de l'équipe Altae que je présente ici. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ces plateformes sont mobilisées dans des cours autour des projets concrets, où par exemple les ressources dictionnériques développées par les étudiants sont directement mobilisées pour customiser la traduction automatique. Vous avez un exemple, c'est le site de la Fédération française des diabétiques et les ressources développées par les étudiants, les ressources autour du discours de la Fédération française des diabétiques, qui sont ici donc en bleu, les termes du projet qui émergent au cours de la traduction automatique. Les mémoires de traduction sur l'interface RWS Trados, qui sont ensuite mobilisées pour l'entraînement de modèles spécialisés, toujours sur les plateformes de l'université. Donc, comment ça se passe? Les données des corpus alignés, les mémoires de traduction sont mobilisées pour ensuite créer des modèles spécialisés sur projet qui améliorent la qualité et la traduction automatique. J'arrive maintenant à ce point culminant où la traduction automatique, après spécialisation, doit être révisée par l'expert humain. Bien évidemment, la traduction reste un outil. Ça reste un outil de travail qui peut emmener aussi une série de ruptures de point de vue de la cohésion, de la cohérence, des variations, des normes, des codes rédactionnels. Comme nous le savons très bien, chaque projet demande un degré d'interprétation de la part de traducteurs-réviseurs et toutes les consignes des guides de style et des normes à prendre en compte sont très difficiles à implémenter dans les systèmes automatiques. Donc nous travaillons intensément sur ces questions de conscience linguistique des apprentis traducteurs au cours de ce projet pour mobiliser leur connaissance du contexte et en donnant des instructions claires à chaque étape de révision pour favoriser leur concentration sur des points particuliers.
Vous avez compris, les cours en traduction-révision sont aujourd'hui d'importance capitale en traduction professionnelle. Ces cours mobilisent ces modèles de médiation linguistique assistée par ordinateur et exigent aussi plusieurs compétences en gestion, organisation de cycles de révision. Par exemple, une des étapes du projet peut être dédiée au cours de la révision à l'intégration des consignes rédigées en langue claire et simple, ou encore prendre en compte le guide de style avec des consignes et des points d'attention amenés par l'enseignant. Très bien, merci. Je vais donner quelques illustrations à la fin. Donc, j'ai déjà parlé de l'historique de révision. Vous avez ici un exemple d'un projet qui impliquait la traduction de certaines pages du site de l'université avec ce segment aménagement d'études qui, dans la première version automatique, est traduit par Educational Development. Et vous avez pu voir qu'au cours de l'évolution, au cours de la révision, on termine avec Planning Your Studies, et c'est le segment qui est actuellement sur le site de l'université, donc issu de la discussion et médiation au cours du projet. Un autre exemple, cette fois-ci tiré du site de la Fédération française des diabétiques, avec Diabète Acteur, traduit par Diabetes Partner à la fin. Pareil, il y a eu toute une période de réflexion, d'échange avec la fédération pour comprendre les intentions, pour cerner le contexte, ce qui a permis d'améliorer ce segment et l'introduire à la fin du projet. Donc j'arrive finalement aux conclusions, peut-être même avec un peu d'avance. Donc nous pouvons les faire ensemble, Nicolas. Donc je vais commencer sur donc la première chose que nous avons essayé de montrer au cours de cette démonstration pratique, c'est l'importance de l'interaction de l'expert avec les outils automatiques dans les processus de collaboration et de supervision qui devraient répondre à ces critères de traçabilité et reproductivité. Donc nous sommes toujours sur ces questions de traduction augmentée, traduction qui augmente l'expert, ses connaissances, plutôt que, augmente l'expert au cours du travail plutôt que le remplace. Les outils de traduction assistés par ordinateur doivent être intégrés dans un workflow de traduction et révision structuré et efficace. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique toute une réflexion en amont sur les étapes à suivre en cours et le résultat de chaque étape qui peut être consigné aussi dans une sorte de livrable qui est donc l'historique de révision analysé par les apprenants. Les processus de médiation assistés par intelligence artificielle générative doivent intégrer des outils de révision pour permettre à l'humain de vérifier et de modifier les textes générés. Donc il est très important que chaque outil soit accompagné par une forme d'interface de révision. Si on met s'il n'y a pas de véritable couplage entre l'expertise humaine et la traduction automatique, la propagation de textes de mauvaise qualité est vertigineuse. Donc c'est à l'expert de garantir une forme d'hygiène textuelle, c'est-à-dire la qualité, la clarté, la fiabilité de textes générés avec apport des outils de traduction automatique et intelligence artificielle générative. Donc quelques accents: workflow de traduction, protocole de collaboration et l'importance des outils de révision dans les workflows de plus en plus complexes qu'il faut savoir gérer et structurer. Nous avons réfléchi à ces questions, notamment dans notre travail sur la nouvelle maquette de la formation, Master et Industrie de la langue et traduction spécialisée. Vous avez ici quelques exemples des cours, des UE que nous sommes en train de détailler ensuite. Traduction spécialisée, avec les compétences de base en traduction-rédaction, industrie de la langue, tous les métiers de la traduction-communication, projet de traduction intégré, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui, les approches théoriques et pratiques qui intègrent les cours de traduction-révision, traduction automatique et intelligence artificielle, analyse de données, théorie et pratique de la traduction. J'aurais dû commencer par cette partie. Et ces connaissances théoriques sont appliquées par les jeunes traducteurs au sein de leur projet de fin d'études, qui intègre plusieurs volets,
recherche documentaire, terminologie, traduction, et bien sûr la pratique, les activités en entreprise avec l'alternance et les stages. Certainement, Nicolas, j'ai oublié beaucoup de choses, donc tu voudras peut-être compléter. Il ne reste que 8 secondes. Mais tu peux les utiliser. Oui, simplement pour dire qu'effectivement, s'il y avait qu'une chose à retenir de tout ce que nous avons essayé de dire, c'est qu'on n'est effectivement pas dans une logique de remplacement, Maria-Zina Poirot l'a très bien dit, mais une logique de prolongation. Et qui finalement, c'est la définition même de l'objet technique qui est là. Un objet technique, c'est tout ce qui prolonge la main humaine. On est encore dans la poursuite de ça aujourd'hui sur des questions effectivement qui sont aujourd'hui posées par l'intelligence artificielle. Et je n'en dirai pas plus.